Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire la lecture d'un livre qui s'intitule La valeur de la science d'Henri Poincaré. Et donc, c'est un livre qui va traiter de la philosophie de la science, à savoir le rapport entre la vérité et la science. Donc, Henri Poincaré, il est né en 1854, il est décédé en 1912. Et ce livre, il est paru après sa mort en 1939. Et c'était un mathématicien, physicien, théoricien et philosophe des sciences, et donc pas seulement un scientifique comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. Alors je vais vous faire la lecture des premières pages. Introduction. La recherche de la vérité doit être le but de notre activité. C'est la seule fin qui soit digne d'elle. Sans doute, nous devons d'abord nous efforcer de soulager les souffrances humaines, mais pourquoi? Ne pas souffrir, c'est un idéal négatif et qui serait plus sûrement atteint par l'anéantissement du monde. Si nous voulons de plus en plus affranchir l'homme des soucis matériels, c'est pour qu'il puisse employer sa liberté reconquise à l'étude et à la contemplation de la vérité. Cependant, quelquefois la vérité nous effraie. Et en effet, nous savons qu'elle est quelquefois décevante, que c'est un fantôme qui ne se montre à nous un instant que pour fuir sans cesse, qu'il faut la poursuivre plus loin et toujours plus loin, sans jamais pouvoir l'atteindre. Et cependant, pour agir, il faut s'arrêter, comme a dit je ne sais plus quel grec, Aristote ou un autre. Nous savons aussi combien elle est souvent cruelle, et nous nous demandons si l'illusion n'est pas non seulement plus consolante, mais plus fortifiante aussi. Car c'est elle qui nous donne la confiance. Quand elle aura disparu, l'espérance nous restera-t-elle et aurons-nous le courage d'agir? C'est ainsi que le cheval attelé à un manège refuserait certainement d'avancer si on ne prenait pas la précaution de lui bander les yeux. Et puis, pour chercher la vérité, il faut être indépendant, tout à fait indépendant. Si nous voulons agir, au contraire, si nous voulons être forts, il faut que nous soyons unis. Voilà pourquoi plusieurs d'entre nous s'effraient de la vérité. Ils la considèrent comme une cause de faiblesse. Et pourtant, il ne faut pas avoir peur de la vérité parce que seule elle est belle. Quand je parle ici de la vérité, sans doute je veux parler d'abord de la vérité scientifique, mais je veux parler aussi de la vérité morale, dont ce qu'on appelle la justice n'est qu'un des aspects. Il semble que j'abuse des mots, que je réunis ainsi sous un même nom deux objets qui n'ont rien de commun, que la vérité scientifique qui se démontre ne peut à aucun titre se rapprocher de la vérité morale qui se sent. Et, pourtant, je ne peux les séparer, et ceux qui aiment l'une ne peuvent ne pas aimer l'autre. Pour trouver l'une, comme pour trouver l'autre, il faut s'efforcer d'affranchir complètement son âme du préjugé et de la passion. Il faut atteindre à l'absolue sincérité. Ces deux sortes de vérités, une fois découvertes, nous procurent la même joie. L'une et l'autre, dès qu'on l'a aperçue, brillent du même éclat, de sorte qu'il faut la voir ou fermer les yeux. Toutes deux, enfin, nous attirent et nous fuient. Elles ne sont jamais fixées. Quand on croit les avoir atteintes, on voit qu'il faut marcher encore, et celui qui les poursuit est condamné à ne jamais connaître le repos. Il faut ajouter que ceux qui ont peur de l'une auront peur aussi de l'autre, car ce sont ceux qui, en toute chose, se préoccupent avant tout des conséquences. En un mot, je rapproche les deux vérités parce que ce sont les mêmes raisons qui nous les font aimer et parce que ce sont les mêmes raisons qui nous les font redouter. Si nous ne devons pas avoir peur de la vérité morale, à plus forte raison, il ne faut pas redouter la vérité scientifique. Et d'abord, elle ne peut être en conflit avec la morale. La morale et la science ont leur domaine propre qui se touchent, mais ils ne se pénètrent pas. L'une nous montre à quel but nous devons viser, l'autre, le but étant donné,
nous fait connaître les moyens de l'atteindre. Elles ne peuvent donc jamais se contrarier, puisqu'elles ne peuvent se rencontrer. Il ne peut y avoir de science immorale, pas plus qu'il ne peut y avoir de morale scientifique. Mais si on a peur de la science, c'est surtout parce qu'elle ne peut nous donner le bonheur. Évidemment non. Elle ne peut pas nous le donner, et l'on peut se demander si la bête ne souffre pas moins que l'homme. Mais pouvons-nous regretter ce paradis terrestre où l'homme, semblable à la brute, était vraiment immortel, puisqu'il ne savait pas qu'on doit mourir. Quand on a goûté à la pomme, aucune souffrance ne peut en faire oublier la saveur, et on y revient toujours. Pourrait-on faire autrement ? Autant demander si celui qui a vu peut devenir aveugle et ne pas sentir la nostalgie de la lumière. Aussi, l'homme ne peut être heureux par la science, mais aujourd'hui, il peut bien moins encore être heureux sans elle. Mais si la vérité est le seul but qui mérite d'être poursuivi, pouvons-nous espérer l'atteindre ? Voilà de quoi il est permis de douter. Les lecteurs de mon petit livre sur la science et l'hypothèse savent déjà ce que j'en pense. La vérité, qui nous est permis d'entrevoir, n'est pas tout à fait ce que la plupart des hommes appellent de ce nom. Est-ce à dire que notre aspiration la plus légitime et la plus impérieuse et en même temps la plus vaine ? Ou bien pouvons-nous malgré tout approcher de la vérité par quelques côtés ? C'est ce qu'il convient d'examiner. D'abord, de quel instrument disposons-nous pour cette conquête ? L'intelligence de l'homme, pour nous restreindre, l'intelligence du savant n'est-elle pas susceptible d'une infinie variété ? On pourrait, sans épuiser ce sujet, écrire bien des volumes. Je n'ai fait que l'effleurer en quelques courtes pages. Que l'esprit du mathématicien ressemble peu à celui du physicien ou à celui du naturaliste, tout le monde en conviendra. Mais les mathématiciens eux-mêmes ne se ressemblent pas entre eux. Les uns ne connaissent que l'implacable logique, les autres font appel à l'intuition et voient en elle la source unique de la découverte, et ce serait là une raison de défiance. À des esprits si dissemblables, les théorèmes mathématiques eux-mêmes pourront-ils apparaître sous le même jour ? La vérité, qui n'est pas la même pour tous, est-elle la vérité ? Mais en regardant les choses de plus près, nous voyons comment ces ouvriers si différents collaborent à une œuvre commune qui ne pourrait s'achever sans leur concours. Et cela déjà nous rassure. Il faudrait ensuite examiner les cadres dans lesquels la nature nous paraît enfermée et que nous nommons le temps et l'espace. Dans Science et Hypothèse, j'ai déjà montré combien leur valeur est relative. Ce n'est pas la nature qui nous les impose, c'est nous qui les imposons à la nature parce que nous les trouvons commodes, mais je n'ai guère parlé que de l'espace, et surtout de l'espace quantitatif, pour ainsi dire, c'est-à-dire des relations mathématiques dont l'ensemble constitue la géométrie. Il était nécessaire de montrer qu'il en est du temps comme de l'espace, et qu'il en est encore du même de l'espace qualitatif. Il fallait en particulier rechercher pourquoi nous attribuons 3 dimensions à l'espace. On me pardonnera donc d'être revenu encore une fois sur ces importantes questions. L'analyse mathématique, dont l'étude de ces cadres vides est l'objet principal, n'est-elle donc qu'un vain jeu de l'esprit ? Elle ne peut donner aux physiciens qu'un langage commode. N'est-ce pas là un médiocre service dont on aurait pu se passer à la rigueur ? Et même, n'est-il pas à craindre que ce langage artificiel ne soit un voile interposé entre la réalité et l'œil du physicien ? Loin de là, sans ce langage, la plupart des analogies intimes des choses nous seraient demeurées à jamais inconnues. Et nous aurions toujours ignoré l'harmonie interne du monde, qui est, nous le verrons, la seule véritable réalité objective. La meilleure expression de cette harmonie, c'est la loi. La loi est une des conquêtes les plus récentes de l'esprit humain. Il y a encore des peuples qui vivent dans un miracle perpétuel et qui ne s'en étonnent pas. C'est nous, au contraire, qui devrions nous étonner de la régularité de la nature.
Les hommes demandent à leur Dieu de prouver leur existence par des miracles, mais la merveille éternelle, c'est qu'il n'y ait pas sans cesse des miracles. Et c'est pour cela que le monde est divin, puisque c'est pour cela qu'il est harmonieux. S'il était régi par le caprice, qu'est-ce qui nous prouverait qu'il ne l'est pas par le hasard? Cette conquête de la loi, c'est à l'astronomie que nous la devons, et c'est ce qui fait la grandeur de cette science, plus encore que la grandeur matérielle des objets qu'elle considère. Il était donc tout naturel que la mécanique céleste fût le premier modèle de la physique mathématique. Mais depuis, cette science a évolué. Elle évolue encore, et elle évolue même rapidement. Et déjà, il est nécessaire de modifier sur quelques points le tableau que je traçais en 1900 et dont j'ai tiré 2 chapitres de sciences et hypothèses. Dans une conférence faite à l'exposition de Saint-Louis en 1904, j'ai cherché à mesurer le chemin parcouru. Quel a été le résultat de cette enquête? C'est ce que le lecteur verra plus loin. Les progrès de la science ont semblé mettre en péril les principes les mieux établis, ceux-là même qui étaient regardés comme fondamentaux. Rien ne prouve cependant qu'on n'arrivera pas à les sauver. Et si on n'y parvient qu'imparfaitement, ils subsisteront encore tout en se transformant. Il ne faut pas comparer la marche de la science aux transformations d'une ville où les édifices vieillis sont impitoyablement jetés en bas pour faire place aux constructions nouvelles, mais à l'évolution continue des types zoologiques qui se développent sans cesse et finissent par devenir méconnaissables au regard vulgaire, mais où un œil exercé retrouve toujours les traces du travail antérieur des siècles passés. Il ne faut donc pas croire que les théories démodées ont été stériles et vaines. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour la lecture. Et il faut savoir aussi que Henri Poincaré, c'est celui qui a dit que, du moins qui a pensé, qui a émis l'idée, qu'on ne pouvait pas connaître la véritable nature des choses, mais seulement les relations entre elles. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.